Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Marc Delorme n'avait jamais vraiment cru aux miracles. Ce n'était pas qu'il les rejetait avec violence, non. Il les classait simplement parmi les douceurs naïves qu'on réserve aux enfants ou aux cœurs blessés. Lui, il avait appris très tôt que la vie ne se pliait qu'à la logique, aux efforts et à la patience. Il avait grandi dans une cité de béton à Argenteuil, élevé par une mère seule, femme de ménage dans une tour de la Défense. Le miracle, pour elle, c'était qu'il ramène de bonnes notes malgré l'électricité coupée et les placards vides. Pour Marc, c'était de survivre à l'école sans céder aux raccourcis faciles. Alors il avait bâti sa vie comme on érige un immeuble. Mètre après mètre. Année après année. Études d'ingénieur, stages mal payés, nuits blanches à apprendre les normes de sécurité et les propriétés du ciment. Il avait appris à faire confiance aux équations, à ce qui se calcule, ce qui se prouve. Le hasard, pour lui, n'était qu'un nom donné à ce qu'on ne maîtrisait pas encore. Son appartement, au 5e étage d'un immeuble sobre, n'avait rien de spectaculaire, mais il en connaissait chaque vis, chaque planche. Il l'avait choisi pour sa vue dégagée et son exposition au soleil le matin. C'était logique, fonctionnel, sain. Sa vie aussi. Et puis, un jour, Lila était arrivée. Il n'avait pas compris tout de suite. Ce n'était pas le choc, ni l'émotion cliché des pères bouleversés. C'était plus subtil, plus profond. Comme si quelqu'un avait glissé de la lumière dans les angles morts de sa vie. Depuis la naissance, Marc se découvrait lentement une fragilité qu'il n'avait jamais tolérée. Lila avait changé le centre de gravité de son univers sans dire un mot. Il adorait ces moments du matin, quand tout dormait encore. Quand il enroulait soigneusement Lila dans l'écharpe de portage, contre sa poitrine, et descendait les escaliers sans bruit. Ce silence entre eux, il le chérissait. Il appelait ça leur rituel silencieux. C'était leur monde. Un monde sans horaire, sans téléphone, sans projet à finaliser. Ce matin-là, un simple dimanche de printemps, rien ne semblait annoncer que l'équilibre allait basculer. Il était 9h43. Il avait regardé l'heure machinalement en quittant l'appartement. Lila s'était réveillée plus tôt que d'habitude. Il l'avait changée, nourrie, puis glissée contre lui. Elle avait ce regard attentif des nourrissons, curieux du monde mais toujours rivés au battement familier du cœur de leur père. Le parc Léon Blum était à quelques minutes. Les arbres y avaient recommencé leur lent éveil. Le soleil perçait à travers les feuillages, découpant des taches de lumière sur les allées. Marc marchait lentement, savourant ce calme. Il n'avait pas allumé son téléphone. Il voulait profiter. Il s'arrêta près du bassin aux canards. Un petit groupe de moineaux sautillait près d'un banc. Lila babillait doucement, la tête tournée vers l'eau. Marc posa une main sur son dos, un geste instinctif, tendre, protecteur. L'autre main dans sa poche, il respirait profondément. Puis, d'un coup, tout changea. Une douleur, brutale, vive, lui transperça la poitrine. Il crut d'abord à une simple tension musculaire. Peut-être une mauvaise position en dormant. Mais la douleur s'intensifia, enserra sa cage thoracique comme un étau. Une chaleur violente irradia dans son bras gauche. Il voulut inspirer, mais son souffle s'étrangla. Un vertige. Non, pas maintenant. Le sol sembla s'éloigner. Ses genoux cédèrent. Son seul réflexe fut de serrer Lila contre lui, de toutes ses forces restantes, comme si son corps savait qu'il ne devait pas la lâcher. Le monde devint flou. Les bruits du parc s'éloignèrent. Il s'effondra lentement, comme une tour qui se fissure au ralenti. Son visage toucha l'herbe fraîche. Mais Lila était toujours là, blottie contre son cœur affaibli, vivante, en sécurité, et prête, sans le savoir, à faire l'impossible. Elle aurait pu se taire, se recroqueviller contre ce torse soudain immobile, chercher la chaleur de la peau, attendre dans le silence. Elle aurait aussi pu pleurer comme tous les bébés de son âge, par réflexe, sans réelle conscience du drame. Mais ce que fit Lila, en cet instant suspendu dans le temps, dépassait tout ce qu'on aurait pu attendre d'un nourrisson de 6 mois. Elle poussa un cri qui n'avait rien d'ordinaire.
Pas un simple vagissement de faim ou de fatigue. C'était un hurlement, long, perçant, sauvage, presque inhumain. Un cri qui fendit l'air du matin comme un éclat de verre. Il y avait dans ce cri une panique ancienne, une angoisse viscérale, une urgence presque spirituelle. Comme si, au plus profond d'elle-même, quelque chose, une vieille âme, une mémoire oubliée, comprenait ce qui était en train de se jouer. Les oiseaux s'envolèrent brusquement des branches voisines. Un chien au loin s'arrêta net. Le vent sembla même suspendre son souffle. Dans l'allée du parc, une joggeuse ralentit, prise d'un frisson qui remonta le long de sa nuque comme une décharge froide. Elle se figea. Ce cri n'était pas normal. Il y avait dans ce son une détresse qui transperçait la raison. Un appel. Qu'est-ce que... Elle tourna la tête, cherchant du regard la source. Et elle le vit. Un homme, étendu dans l'herbe, le visage tourné vers le sol, les bras encore repliés autour d'un petit corps agité. D'abord, elle pensa à un sans-abri, ou à un homme endormi. Mais la rigidité de la posture, l'absence de mouvement, la teinte bleutée de la peau, ce n'était pas un sommeil. Elle courut. C'était une ancienne infirmière, formée à l'urgence, rompue aux gestes de survie. Elle avait vu des arrêts cardiaques sur des chantiers, dans des couloirs d'hôpital, sur le bitume d'un accident. Mais là, au milieu du calme bucolique du parc, avec le chant des oiseaux et les cris d'un bébé pour seule alarme, le contraste était saisissant. Elle s'agenouilla dans l'herbe sans perdre une seconde. Sa main se posa sur la nuque de Mark. Pas de pouls. Pas de respiration. Son instinct reprit le dessus. Appelez le SAMU. Cria-t-elle à une femme au loin. Vite. Ses doigts tremblaient à peine. Elle défit rapidement l'écharpe de portage, dégageant Lila, qui hurlait toujours, le visage rouge, le regard fou d'angoisse. Elle tendit la petite à une passante, une jeune mère en poussette, les larmes aux yeux. Tenez-la. Parlez-lui doucement. Il faut qu'elle reste calme. Puis elle posa ses mains sur le torse de Mark. 1, 2, 3, 4. Le temps devint une mare épaisse. Les minutes ne passaient plus. Elle s'étirait comme du plomb fondu. Son front perlait de sueur. Elle comptait les compressions à voix basse, pour garder le rythme, pour ne pas céder à la panique. Reste avec nous. Allez. Allez. 12 minutes. C'est le temps qu'il fallut au secours pour arriver. 12 minutes de lutte acharnée contre la mort. 12 minutes où le cœur de Mark ne battait plus, mais où ses bras n'avaient pas lâché sa fille. Quand les ambulanciers prirent le relais, elle recula enfin. Tremblante. Vedi. Elle regarda Lila, dans les bras de la jeune femme, désormais apaisée, comme si son rôle était terminé. À cet instant précis, Élise, chez elle, s'apprêtait à sortir du lit. L'absence de Mark commençait à l'inquiéter. Il n'était jamais aussi long pendant leur promenade du matin. Elle s'assit sur le bord du lit, jeta un œil à son téléphone, aucune notification. Puis il vibra. Numéro inconnu. Bonjour madame, dit une voix posée mais grave. Je suis médecin urgentiste. Votre mari vient de faire un arrêt cardiaque au parc Léon Blum. Il est vivant, mais nous partons en urgence à l'hôpital Beaujon. Il faut venir rapidement. Et, votre fille est avec nous. Elle va bien. Élise sentit le sol se dérober. Sa vision se brouilla. Tout son corps devint soudain trop lourd. Elle mit quelques secondes à comprendre les mots. Vivant. Urgence. Hôpital. Bébé. Sa main serra le téléphone avec force. Elle courut. Elle ne se souvient pas avoir fermé la porte derrière elle. À l'hôpital Beaujon, l'attente fut un supplice. Mark avait eu une crise cardiaque massive, sans signe avant-coureur. Il avait fallu 3 chocs au défibrillateur pour relancer son cœur. Il était plongé dans un coma léger, sous surveillance constante. Les médecins étaient prudents. Ils ne promettaient rien. Les prochaines 48 heures seraient décisives. Mais Lila allait bien. Elle n'avait pas une seule égratignure. Son corps minuscule n'avait subi aucun choc, aucune chute. Comme protégée par les bras de son père jusqu'au bout. Et lorsqu'Élise, blême, les yeux bouffis par la peur, arriva à l'hôpital, c'est la joggeuse, toujours là, encore bouleversée, qui s'approcha d'elle avec une tendresse soudaine. « Votre fille !» Elle a crié si fort. C'est ce qui l'a sauvée. Sans ce cri,
je ne me serais jamais retournée. Personne ne l'aurait vu, là, à demi caché par les buissons. Ce bébé, elle a sauvé son père. Elle a hurlé la vie. Un silence épais suivit. Élise regarda sa fille, endormie dans une couverture d'hôpital. Un ange silencieux. Et dans ce silence, elle sut qu'un miracle venait de se produire. Un miracle né d'un cri. Un cri de lumière. 3 jours plus tard, dans une chambre baignée de lumière tamisée, Marc ouvrit enfin les yeux. C'était un réveil fragile, presque timide, comme un papillon émergeant doucement de son cocon. Il cligna plusieurs fois des paupières, s'ajustant à la clarté. Ses lèvres bougèrent à peine. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» murmura-t-il d'une voix rauque, étranglée par la faiblesse. Élise, assise près de lui, releva la tête, les yeux brillants d'un mélange de fatigue, de soulagement et d'une émotion difficile à contenir. Elle caressa doucement la joue de Marc. « Tu es tombé, dans le parc. Tu as eu une crise cardiaque. C'était grave, très grave. » Mais Lila, elle a crié si fort, « Papa !» si fort que tout le parc a entendu. Une infirmière est arrivée à temps, elle t'a sauvé. Mais, tu sais, c'est surtout elle, notre petite fille, c'est elle qui t'a gardé en vie. Marc tourna lentement la tête vers la berceuse posée sur le fauteuil à côté du lit. Lila dormait, enveloppée dans une couverture douce, ses doigts minuscules serrant à peine le tissu. Son visage innocent semblait irréel, suspendu entre la fragilité et la force. Un poids nouveau s'installa dans la poitrine de Marc, non pas une douleur physique, mais une émotion profonde, bouleversante. Son cœur, encore fragile, battait faiblement, mais son esprit ressentait une force nouvelle. Ce petit être, incapable de parler, de comprendre, avait pourtant réussi l'impossible, rappeler à la vie celui qui l'avait porté contre son cœur. Marc, homme cartésien, pragmatique, logique, ne pouvait pas expliquer rationnellement ce miracle. Pourtant, il le sentait au plus profond de son être. Ce n'était pas un hasard, ni une simple coïncidence. C'était un signe, un lien invisible mais puissant entre un père et sa fille, un appel à ne jamais perdre espoir. Pendant les 3 semaines suivantes, Marc resta en soins intensifs et en rééducation. Son cœur demeurait fragile, soumis aux attentions méticuleuses des médecins. Il parlait d'intervention, de précaution, de patience. Marc écoutait, parfois distrait, mais obéissait. Chaque jour, il se surprenait à regarder Lila un peu plus longtemps, à s'émerveiller devant ses gestes, ses sourires même minimes. Petit à petit, quelque chose en lui se transforma. Il décida de ralentir le rythme effréné de sa vie d'ingénieur. Les échéances, les projets, le stress quotidien prirent une place moindre. Il passa plus de temps avec sa fille, la tenant contre lui, la regardant comme un miracle vivant. Et pour la première fois, il se mit à écrire. Des lettres à Lila. Des mots simples, sincères, des récits d'amour, de gratitude, de promesses. Il voulait qu'elle sache, un jour, quand elle serait grande, qu'elle comprenne à quel point ce cri qu'elle ne pouvait pas même se souvenir d'avoir poussé, avait sauvé non seulement son père, mais toute leur famille. 10 ans plus tard, Lila, maintenant une petite fille pleine de vie et d'imagination, racontait souvent cette histoire à ses camarades d'école. Elle ne se souvenait pas de cet épisode, bien sûr, mais elle en était fière. Avec l'innocence des enfants et la certitude qu'apportent les récits familiaux, elle déclarait à qui voulait l'entendre. « C'est moi qui ai sauvé papa quand j'étais bébé. » Son sourire s'élargissait, illuminant son visage d'une fierté douce et lumineuse. Marc, assis sur un banc dans le parc Léon Blum, l'écoutait avec un sourire au coin des lèvres, le cœur gonflé d'émotion. Il caressa doucement le petit pendentif qu'il portait toujours autour du cou, une empreinte miniature de la main de Lila, prise ce jour-là, à 6 mois, au moment où elle avait crié. Pas un simple cri. Un miracle.